Je m'appelle La Negra. Ce n'est pas mon vrai nom, mais c'est celui qui a circulé dans les rues, dans les couloirs sombres des prisons et dans les murmures des marchés de Guadalajara. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que personne n'a jamais osé avouer. J'ai tenu entre mes mains les rênes du cartel, le plus redouté du Mexique, le CGNG, alors même que son chef mythique Nemesio Oseguera Cervantes, connu sous le nom d'El Mencho, disparaissait dans l'ombre. Oui, pendant des mois, c'est moi, une femme, qui ai dicté les ordres, qui ai décidé de qui devait vivre ou mourir. Et personne à l'extérieur n'a jamais soupçonné que la voix derrière ces décisions n'était pas celle d'un homme, mais la mienne. Je me souviens encore du silence de cette nuit où tout a basculé. Les radios de nos commandants crépitaient de confusion. Les voix cherchaient des ordres qui ne venaient plus. El Mencho, le fantôme de Jalisco, celui que même les forces fédérales ne parvenaient pas à trouver, avait cessé d'apparaître. Ces réunions annulées, ces instructions filtrées par des intermédiaires anonymes. Dans ce vide, l'organisation entière tremblait, comme un géant privé de colonne vertébrale. Les sicarios attendaient que... Les chimistes hésitaient. Les chefs de cellules murmuraient des rumeurs qui pouvaient à tout instant se transformer en incendie. C'est là que j'ai compris que j'étais à la croisée des chemins. Soit nous sombrions dans le chaos, soit quelqu'un devait assumer le poids de ce silence. Ce quelqu'un, ce fut moi. Pourtant, je n'étais pas née pour devenir sicaria. Je n'étais qu'une fille des rues poussiéreuses de Guadalajara marquée par la faim et la peur, une survivante parmi tant d'autres. Mais le destin m'avait forgé dans le feu de la vengeance, et ce feu ne s'était jamais éteint. Vous devez comprendre, je ne cherche pas à me glorifier. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que dans ce monde, il n'existe que deux options, tuer ou mourir. Je n'ai jamais rêvé de richesse ni de luxe clinquant. Ce qui m'a poussé, c'était la rage muette qui m'habitait, depuis le jour où j'ai vu ma sœur mourir sous les coups d'hommes armés, parce que ma famille n'avait pas payé la quota. Ce jour-là, je me suis juré de ne plus jamais subir. Alors quand El Mencho a reconnu en moi cette détermination glaciale, il m'a lancé dans les opérations spéciales. Pas de cristal à vendre dans les ruelles, pas de dettes à collecter. Directement le sang et la poudre. Je n'ai jamais échoué, et c'est pour cela qu'il m'a fait confiance. Mais cette confiance allait devenir ma prison quand lui a disparu, c'est moi qui me suis retrouvée prisonnière de son empire. Mon aveu aujourd'hui n'est pas une tentative de rédemption. C'est un cri arraché au silence, un morceau de vérité que j'ai caché trop longtemps, parce que derrière chaque article de journal, derrière chaque statistique de mort à Michoacán ou Colima, il y a des décisions que j'ai prises dans l'ombre. Et je porte ce fardeau seul comme un fantôme, qui se souvient encore des nuits où un simple appel de ma voix pouvait déclencher une guerre. Voilà ma vérité. L'histoire d'une femme qui a dirigé l'espace d'un souffle, un empire criminel bâti sur la peur et le sang. Une femme dont personne n'a jamais deviné le rôle. Une femme qui aujourd'hui ose enfin prononcer son aveu. J'ai été l'ombre qui a maintenu le CGNG debout quand son roi était tombé malade. Et cet aveu n'est que le début. Je ne suis pas née sicaria. Je suis née dans un quartier que les cartes touristiques effacent dans ces ruelles de Guadalajara, où la poussière colle à la peau et où les enfants apprennent plus vite à courir qu'à rêver. Ma famille n'avait rien. Mon père, quand il était là, buvait sa misère, jusqu'à s'endormir sur une chaise bancale. Ma mère travaillait comme domestique dans des maisons où le parfum de la propreté ne franchissait jamais le seuil de notre porte. Moi, je grandissais avec ma petite sœur dans un univers où le futur n'existait pas. L'école un luxe. J'y allais quelques jours, jusqu'à ce que mes chaussures se déchirent
et que mes cahiers disparaissent dans la boue. Ce que j'ai appris, je l'ai appris dans la rue à écouter le bruit des moteurs, avant que surgisse la police et à lire la peur dans les yeux de mes voisins, quand les collecteurs de quotas venaient de frapper aux portes. Très tôt, j'ai compris que la vie ne tenait qu'à un fil, qu'à la bonne volonté d'hommes armés qui décidaient de qui devait vivre et de qui devait payer. Je me souviens de l'odeur des tortillas brûlées le soir où tout a basculé. J'avais 17 ans. Ma sœur cadette, à peine 15 ans, avait osé sortir sans payer la taxe imposée par les États. Ils l'ont prise en exemple. Les cris de cette nuit résonnent encore dans ma tête, comme une cicatrice sonore que je n'effacerai jamais. Ils l'ont humiliée, massacrée, laissée mourir dans la poussière de la ruelle. Et moi, j'étais là, paralysée et impuissante, condamnée à regarder. Ce fut le point de non-retour. Ce jour-là, j'ai cessé d'être une adolescente. La douleur a creusé en moi un trou que rien n'a jamais comblé sinon la haine. Je n'ai pas choisi le crime par ambition. Je l'ai choisi parce que la justice dans nos rues n'existe pas, parce que la police ne venait jamais, ou venait pour extorquer un peu plus, parce que les prières de ma mère s'élevaient vers un ciel vide. Les jours qui ont suivi furent flous. Je passais mes nuits à errer, à serrer entre mes doigts un couteau de cuisine, comme si cela pouvait effacer l'impuissance. Chaque regard d'homme armé me brûlait. Chaque rire dans la rue me rappelait la voix étouffée de ma sœur. Je suis devenue une ombre avant même d'entrer dans l'organisation. Certains disent que l'enfance forge l'adulte. Moi, je dis que l'enfance m'a brisée. Mais dans ces ruines, il restait une étincelle, la promesse muette, que plus jamais personne ne m'écraserait. Que si je devais devenir un monstre pour survivre, je le deviendrais. À Guadalajara, personne ne tend la main. Alors j'ai tendu la mienne tremblante vers ceux qui offraient autre chose que le silence, les hommes du CGNG, encore balbutiants, mais déjà prêts à embrasser la violence comme seul langage. Je ne savais pas encore que cette décision m'enchaînerait pour des années. Mais au fond, qu'avais-je à perdre? J'étais déjà morte avec ma sœur. Ce qui restait, c'était une coquille vide, nourrie par la colère, et guidée par une seule idée: survivre. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais lorsque j'ai franchi pour la première fois la frontière invisible entre ma misère et leur monde. Ce que je savais, c'est que les rues de Guadalajara n'avaient plus rien à m'offrir, ni avenir ni protection. Alors j'ai suivi les traces laissées par ceux dont on chuchotait, les noms des hommes, qui portaient des armes comme d'autres, portant une montre des hommes qui faisaient trembler les quartiers entiers par leur simple présence. C'est un ami d'enfance, Georges, qui m'a tendu le premier fil. Nous avions grandi ensemble, et lui aussi avait perdu un frère sous la main des États. Un soir, il m'a dit « Viens, Negra. Si tu veux survivre, si tu veux te venger, il n'y a qu'un seul chemin. » Nous avons pris un bus déglingué qui nous a menés dans une périphérie de la ville, là où les entrepôts servaient à tout, sauf à stocker des marchandises. Je me souviens de cette odeur de solvant de métal et de sueur. À l'intérieur, une vingtaine d'hommes attendaient. Certains riaient, d'autres nettoyaient leurs armes. Ils parlaient de El Mencho, ce nom qui circulait déjà comme une menace sourde. On disait qu'il avait quitté les Milenios, qu'il bâtissait son propre empire. Ce soir-là, j'ai compris que je me trouvais face à la graine d'un monstre appelé à devenir l'arbre le plus sombre du Mexique. Personne ne m'a demandé ce que je faisais là. Peut-être parce que mes yeux parlaient pour moi. J'étais jeune, mais je portais déjà la marque de la perte. Un des hommes, grand tatoué, m'a lancé un regard curieux. Celle-là, elle n'a pas peur. J'ai senti que c'était vrai. La peur avait quitté mon corps depuis la mort de ma sœur. Il ne restait que la colère
et une étrange tranquillité devant la violence. Ce fut Georges qui expliqua pour moi ma sœur assassinée, ma rage, ma volonté de ne plus jamais subir. L'homme tatoué hocha la tête. Il s'appelait Ramiro, mais tous l'appelaient El Güero. C'était un vétéran des milléniaux, passé dans le nouveau cercle de Mencho. Il me jaugea longuement comme on jauge une arme, avant de décider si elle mérite d'être chargée. Puis il dit « Si tu veux entrer, il faudra montrer que tu sais rester invisible. » Cette nuit-là, je n'ai pas reçu d'armes. Je n'ai pas reçu d'ordre sanglant. On m'a simplement demandé d'observer. 3 jours durant, j'ai suivi Ramiro et ses hommes. J'ai vu comment ils repéraient les véhicules de police, comment ils lasiaient les rues comme un livre ouvert, comment ils glissaient de l'ombre à la lumière, sans jamais laisser de traces. C'était une école brutale sans manuel ni professeur, et pourtant j'apprenais plus vite que je ne l'aurais cru. Le 3e soir, alors que nous revenions d'une réunion où l'argent avait changé de main, Ramiro me demanda « Qu'est-ce que tu as vu ?» J'ai parlé. J'ai décrit les visages, les détails, les positions des voitures, les armes dissimulées. Il me regarda surpris. « Tu n'as rien oublié, » dit-il. Ce fut mon premier pas. Je n'étais pas encore Sicaria, mais je n'étais plus une simple fille de la rue. J'étais entrée dans le vestibule d'un monde souterrain où la mémoire, le silence et l'obéissance valaient autant qu'une balle. Je sentais déjà que je ne pourrais plus reculer. Et quelque part, une partie de moi se réjouissait pour la première fois depuis la mort de ma sœur, je n'étais plus impuissante. On dit souvent que pour entrer dans un cartel, il faut du sang. Mais pour moi, ce ne fut pas exactement le cas. Mon rite d'initiation n'a pas commencé par un meurtre, mais par une mise à l'épreuve plus subtile, plus cruelle encore prouver que je pouvais me fondre dans l'ombre, que je pouvais devenir un fantôme aux yeux de la ville. Ramiro El Güero fut celui qui supervisa mes premiers pas. Il savait que j'avais la rage, mais la rage seule ne suffit pas. La rage fait du bruit, attire l'attention, consume trop vite. Ce qu'il fallait, c'était du silence. Alors il me lança un défi. « Si tu veux rester parmi nous, tu dois traverser Guadalajara, comme si tu n'existais pas. Tu dois voir sans être vu, entendre, sans parler, comprendre, sans poser de questions. » Pendant des semaines, je vécus dans un demi-monde. Je suivais les hommes, mais je ne participais pas. J'étais l'ombre derrière eux. On me plaça dans des planques sordides. On m'envoya observer des points de contrôle, noter les allées et venues des policiers, enregistrer les habitudes des collecteurs ennemis. Chaque soir, je revenais avec mes notes gravées dans la mémoire. Et chaque fois, Ramiro me testait. Il posait des questions précises, attendait des détails. J'appris à observer tout la couleur d'une chemise, la cadence d'un pas, la direction d'un regard. Puis vint le moment du véritable baptême. Un soir, on me remit une arme. Pas un pistolet clinquant comme ceux que j'avais vus dans les mains des jeunes sicarios qui voulaient impressionner. Non, un simple revolver usé presque banal. Ramiro le posa devant moi et dit « Tu n'as pas besoin de tirer. Pas encore. Mais tu dois le porter dormir avec manger, avec respirer avec, jusqu'à ce qu'il fasse partie de toi. » Je dormis, avec cette arme sous mon oreiller. Chaque matin, je me réveillais en vérifiant qu'elle était toujours là. Elle devint une extension de mon corps, une présence froide mais rassurante. Ce n'était plus seulement un objet, c'était une promesse. Un soir de pluie, on me demanda de prouver ma loyauté. Pas en tirant, mais en conduisant. On m'installa derrière le volant d'un camion, chargé de caisses, que je n'avais pas le droit d'ouvrir. À côté de moi, un homme silencieux, le regard fixé sur la route. Si tu arrives de l'autre côté, tu restes. Si tu échoues,
tu disparais. » C'est tout ce qu'il dit. Chaque carrefour me semblait un piège. Chaque sirène au loin faisait battre mon cœur comme un tambour. Mais je conduisis droite sans trembler. J'avais compris la règle essentielle: ne pas attirer l'attention. Quand nous atteignîmes le hangar de destination, l'homme descendit, ouvrit une caisse et me lança un regard approbateur. Dedans, des paquets de poudre blanche soigneusement emballés. Mon épreuve était réussie. Ce soir-là, Ramiro me serra la main pour la première fois. « Tu n'as pas besoin de tuer pour prouver que tu es des nôtres. Le meurtre viendra assez tôt. » Assez tôt. Ce qui compte, c'est que tu as montré que tu peux être le silence dans la tempête. Mon rite d'initiation était accompli. Je n'étais plus une simple observatrice. J'avais franchi la ligne. J'étais devenue une apprentie sicaria, liée à eux, non par un serment solennel, mais par une vérité brutale. Désormais, il n'y avait plus de retour en arrière. Je savais que ce moment viendrait. On peut observer se préparer dormir avec une arme sous l'oreiller, mais tôt ou tard, le cartel exige plus. La première mission est toujours un point de non-retour. Et pour moi, ce fut comme plonger dans une eau glacée. Un choc brutal qui m'a marqué à jamais. Ramiro m'appela au milieu de la nuit. Sa voix à travers le téléphone était sèche tranchante. « Ce soir, tu passes de l'autre côté. » Je n'ai pas posé de questions. J'ai enfilé une veste sombre. J'ai serré mon revolver contre moi. Et je suis sortie dans les rues vides. La cible était un petit collecteur qui travaillait en secret pour les États. Un traître dans nos propres rangs, disait-on. Mon rôle n'était pas de tirer, mais de participer à l'opération. Nous étions 3. Nous avons attendu dans une ruelle étroite, l'air saturé d'odeur de pluie et d'essence. Quand l'homme est apparu, j'ai senti mon estomac se tordre. Ce n'était pas un monstre. C'était un homme ordinaire, avec un sac de plastique à la main, probablement ses courses du soir. C'est Ramiro qui a tiré. Une balle nette dans la poitrine. L'homme est tombé, les yeux ouverts, fixés sur le ciel. Et moi, je suis restée pétrifiée. « Finis-le », ordonna Ramiro, en me tendant l'arme. Mes mains tremblaient, le revolver pesait 1 tonne. J'ai approché. J'ai entendu le râle de l'homme, ce souffle qui s'accrochait à la vie. J'ai fermé les yeux et j'ai appuyé sur la détente. Le bruit a résonné dans ma tête comme une explosion interminable. C'était fait. Mon premier meurtre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai senti le goût métallique du sang dans ma gorge. J'ai vomi jusqu'à ce que mes entrailles soient vides. Mais le matin venu, j'ai compris quelque chose de terrible. J'étais encore vivante, et personne ne pouvait m'ôter ce fait. J'avais franchi une frontière que je ne pourrais plus reculer. Les missions suivantes sont venues commises rapidement comme une cascade. Surveillance d'un entrepôt, escorte d'un chargement de cristal, intimidation de commerçants récalcitrants. Chaque tâche avait son poids, et à chaque fois ma peur diminuait un peu plus. L'adrénaline remplaçait le dégoût, l'habitude remplaçait l'horreur. Je n'étais plus la fille qui avait pleuré dans la poussière en voyant sa sœur mourir. J'étais devenue quelqu'un que même mes voisins ne reconnaissaient plus. Je découvris aussi la logique interne de ce monde. La confiance ne se gagne pas par des mots, mais par des actes. À chaque mission réussie, les regards changeaient. On ne me voyait plus comme une simple recrue. On commençait à me considérer comme une arme fiable, une main invisible prête à frapper. Le plus étrange, c'est que je me surprenais à ressentir une forme de fierté. Dans un univers où les femmes étaient souvent reléguées à des rôles secondaires, guetteuses, mules compagnes, j'avais franchi une barrière invisible. On murmurait mon surnom avec un mélange de respect et d'incrédulité, la Negra.
Mais au fond de moi, quelque chose s'effritait. Chaque visage que je voyais s'effacer dans le sang me rappelait que je perdais un morceau de mon humanité. Pourtant, je continuais. Parce que dans ce monde, s'arrêter, c'était mourir. Et je n'étais pas prête à mourir. On dit que dans le monde du narco, la mort est la monnaie d'échange. Mais il existe une autre monnaie plus rare, plus précieuse, la confiance. C'est elle qui m'a propulsée de l'ombre vers la lumière crue du pouvoir. Après mes premières missions, Ramiro parla de moi à plus haut. « La Negra ne rate jamais ». C'était sa phrase. Simple mais répétée de bouche en bouche, elle devint une réputation. Et dans ce milieu, la réputation est une armure autant qu'une cible. El Mencho entendit parler de moi. Pas directement, pas tous de suite, mais à travers ses commandants qui rapportaient que mes opérations se concluaient toujours sans bruit, sans témoin, sans erreur. Un soir, on me fit appeler. J'entrais dans une hacienda isolée, aux murs couverts de tableaux religieux et aux couloirs saturés de gardes armés. Là, je rencontrai pour la première fois celui dont tout le monde parlait à voix basse, Nemesio Seguera Cervantes. Il n'était pas grand, pas imposant, mais son regard avait cette dureté qui transperçait. Il me fixa longuement avant de dire « On m'a dit que tu étais invisible ». Je n'ai pas répondu. Je savais que dans ce silence, il cherchait ma peur. Mais je n'avais plus peur depuis longtemps. Après quelques secondes, il esquissa un sourire bref. « Alors tu travailleras pour moi. Pas pour Ramiro. Pas pour les autres. Pour moi. » Ce fut le début de mon ascension. On me donna des missions plus importantes. Escorter des convois entiers de méthamphétamine à travers plusieurs États. Coordonner des assassinats ciblés contre des rivaux stratégiques. Négocier avec des cellules locales récalcitrantes. Chaque succès consolidait ma place. Je découvris aussi l'autre visage du cartel l'argent. Les sommes que nous déplacions chaque semaine dépassaient tout ce que j'avais imaginé. Des valises de dollars, des transferts, via des sociétés écrans, des propriétés, achetées sous de faux noms. Le pouvoir n'était pas seulement dans les armes, mais dans ces flux invisibles qui nourrissaient notre empire. Pour la première fois, je goûtais à un luxe que je n'avais jamais connu, villas aux piscines bleues, voitures, aux vitres fumées, vêtements que je n'aurais jamais osé toucher dans une boutique. Mais ce luxe avait un prix. Je savais que chaque bijou scintillait du sang de quelqu'un, que chaque bouteille de tequila, ouverte dans une fête, cachait l'odeur du métal et de la poudre. L'ascension n'était pas qu'économique. Dans les rangs, mon nom devenait synonyme de loyauté et d'efficacité. Les sicarios me respectaient parce qu'ils savaient que je n'envoyais personne dans une mission que je n'aurais pas pu accomplir moi-même. Certains m'appelaient Jeffa, d'autres plus discrètement, la Sombra de Mencho. Pourtant, avec le pouvoir vint aussi une ombre plus lourde, la conscience que je devenais indispensable. Plus je montais, plus je savais de secrets, plus j'étais impliquée dans des décisions qui dépassaient la simple survie. J'étais entrée dans la sphère où les alliances avec des politiciens et des policiers corrompus se négociaient derrière des portes closes, où un appel pouvait faire basculer l'équilibre d'une ville entière. Je me sentais invincible. Mais au fond, une petite voix me rappelait que dans ce monde, personne ne l'est vraiment, et que plus la chute est haute, plus elle brise. De l'extérieur, beaucoup imaginent le cartel comme une machine implacable, une entité abstraite faite de peur et d'argent. Mais à l'intérieur, c'était une société parallèle avec ses règles, ses rituels, ses illusions de grandeur. Une famille empoisonnée où l'amour se mesurait en silence et la trahison en cadavre. La première règle était simple, le silence. Personne ne parlait plus qu'il ne devait. Les conversations s'arrêtaient quand un inconnu entrait dans la pièce. Les téléphones restaient éteints enfermés,
dans des boîtes métalliques pendant les réunions. Chaque mot comptait, chaque regard pouvait être interprété comme une menace. C'était un univers où l'air lui-même semblait peser saturé de méfiance. Les sanctions pour ceux qui brisaient ces règles étaient terrifiantes. J'ai vu des hommes disparaître pour avoir parlé trop fort dans un bar, d'autres se faire exécuter devant nous comme avertissement. Le message était clair. Le CGNG ne pardonnait pas. La peur n'était pas seulement tournée vers l'extérieur contre nos ennemis, mais aussi vers l'intérieur. Nous vivions dans une cage dorée, dont les barreaux étaient faits de sang. Pourtant, il y avait aussi des moments d'excès. Les fêtes. Les haciendas s'illuminaient de néons de musique à plein volume de tables couvertes de bouteilles et de femmes. On riait, on dansait, on s'enivrait jusqu'à l'aube. Mais derrière chaque éclat de rire, je sentais une tension sourde. Personne n'oubliait qu'un sourire pouvait se transformer en coup de feu. Les fêtes étaient autant des exutoires que des vitrines de puissance. Les relations entre nous étaient complexes. Certains m'étaient fidèles au point de donner leur vie sans hésiter. D'autres me souriaient tout en rêvant de me voir tomber. La loyauté n'était jamais gratuite. Elle se négociait, se nourrissait de faveurs d'argent de protection. Chaque lien était un fil fragile, prêt à se rompre au moindre doute. Je compris vite que mon rôle n'était pas seulement de diriger des opérations. Je devais être psychologue stratège, confidente et bourreau. Je devais savoir quel soldat avait besoin d'un mot de réconfort, quel commandant méritait une récompense et lequel devait être éliminé avant qu'il ne devienne dangereux. C'était un équilibre constant entre la carotte et le bâton, entre la promesse et la menace. Je vivais dans un paradoxe. D'un côté, je goûtais à une forme de pouvoir absolu. J'avais des hommes armés prêts à obéir des villes entières, pliés sous notre joug des fortunes, circulantes. De l'autre, je n'étais jamais libre. Chaque pas était surveillé, chaque nuit interrompue par le spectre d'une trahison. Il m'arrivait de regarder mes sicarios festoyer et de me demander combien survivrait encore un an. Je savais que certains mouraient par les balles ennemies, d'autres par nos propres ordres. Dans cet univers, personne ne vieillissait. On brûlait vite, on disparaissait vite, et on était remplacé sans cérémonie. C'est à ce moment que j'ai commencé à sentir une fissure en moi. J'avais voulu échapper à l'impuissance de mon enfance, mais je m'étais enfermée dans une prison plus vaste, encore celle du pouvoir. Une prison où le luxe et la terreur cohabitaient, où chaque caresse pouvait cacher une lame. Et je savais que tôt ou tard, quelque chose allait céder. J'avais cru comprendre le cartel. J'avais appris ses règles, ses silences, de sa d'excès. Mais ce que je découvris ensuite brisa toutes mes certitudes derrière les fusils, derrière les valises de billets. Il y avait un échiquier beaucoup plus vaste. Et nous n'étions pas les rois. Nous n'étions que des pièces. Tout commença avec les absences répétées d'El Mencho. Au début, personne n'osa poser de questions. Un chef qui disparaît, c'est comme un dieu qui se cache. On continue de croire, de répéter ses ordres transmis par des voix anonymes. Mais moi, j'avais appris à sentir les failles. Et cette fois, elles étaient béantes. Un contact à l'hôpital me révéla la vérité. Un homme sans papiers officiels gardé par une sécurité inhabituelle venait d'être admis avec une insuffisance rénale avancée. Tout concordait. El Mencho, le spectre intouchable, était en train de mourir lentement. L'information me glaça, parce que si lui tombait, tout notre monde pouvait s'effondrer. Je compris alors à quel point nous étions vulnérables. Sans lui, les commandants commenceraient à se déchirer. Et dans l'ombre d'autres attendaient les Viagras à Michoacán,
les Sinaloa encore affamés, les groupes plus petits qui rêvaient de prendre notre place. Mais ce n'étaient pas seulement nos ennemis. C'étaient aussi ceux qui prétendaient être nos alliés. Je découvris que des généraux, des juges, des politiciens que nous pensions acheter nous utilisaient autant qu'ils nous toléraient. Nous n'étions pas les maîtres. Nous étions les instruments d'un système corrompu qui nous laissait prospérer tant que nous servions ses intérêts. Et si demain le vent changeait, nous deviendrions des cibles sacrifiables. Un soir, lors d'une réunion dans une hacienda, je surpris une conversation entre deux commandants. Ils parlaient d'un accord secret avec un gouverneur local, en échange de notre silence sur certains contrats publics. Ils fermeraient les yeux sur nos routes de distribution. C'est là que j'ai compris que le cartel n'était pas une forteresse isolée. C'était une partie d'un labyrinthe où les criminels et les puissants se serraient la main sous la table. Cette révélation me frappa comme une gifle. Je m'étais toujours crue maîtresse de mes choix, armée de ma propre volonté. Mais en vérité, je n'étais qu'un pion sur un plateau trop grand pour moi. Nous pensions contrôler la violence, mais c'était elle qui nous contrôlait. Nous pensions diriger des hommes, mais d'autres plus hauts dirigeaient nos destins. C'est à ce moment que naquit en moi une idée dangereuse. Si tout n'était que jeu de pouvoir, alors pourquoi ne pas jouer moi aussi? Pourquoi ne pas profiter de l'absence de Mencho pour tisser ma propre toile, consolider mes propres alliances et devenir plus qu'une simple ombre, exécutant des ordres? Je savais que c'était risqué. Je savais que si mes intentions étaient découvertes, je serais éliminée sans hésitation. Mais je sentais aussi que c'était le seul chemin. L'opportunité n'arrive qu'une fois dans ce monde. Et la mienne venait d'apparaître un chef malade, une organisation inquiète, des ennemis à l'affût, et moi la femme invisible que personne ne voyait comme une menace. Ce soir-là, en fixant mon reflet dans le miroir, je compris que la partie venait de changer, et que pour survivre, je devais devenir joueuse, pas seulement pièce. Le pouvoir est un poison lent. On croit le maîtriser, mais il vous consume de l'intérieur jusqu'à ce que tout autour de vous s'effondre. Ma chute n'a pas été soudaine, mais une suite de fissures qui ont fini par briser le mur que j'avais construit. Tout commença après la bataille contre les Viagra à Apatzingan. Pendant 3 jours, j'avais tenu mes hommes, coordonné les routes, déplacé des armes et des renforts, comme si j'étais à la tête d'une armée régulière. Quand la poussière retomba et que nos ennemis se replièrent, personne ne douta plus de mon rôle. J'étais devenue sans couronne ni titre, la dirigeante de facto du CGGNG. Mais ce triomphe marqua aussi le début de la fin. Les commandants qui jusque-là me toléraient comme coordinatrice commencèrent à murmurer. Certains disaient que je prenais trop de place, que je devenais une menace pour l'équilibre. D'autres, humiliés de voir une femme dans cette position, complotaient ouvertement pour me renverser. La jalousie est plus dangereuse que les balles, et je la sentais se resserrer autour de moi comme une corde. À l'intérieur, la méfiance devint permanente. Je changeais sans cesse de planque. Je ne dormais jamais 2 nuits au même endroit. J'avais appris à vivre avec le bruit constant de mon cœur battant trop vite. Chaque repas pouvait être empoisonné. Chaque accolade pouvait cacher une lame. La paranoïa devint mon ombre la plus fidèle. Mon corps commença à me trahir. L'insomnie me rongeait. J'avais des ulcères qui me brûlaient l'estomac, des saignements de nez incontrôlables. Le stress me consumait plus sûrement que n'importe quelle balle. Et malgré cela, je continuais à sourire, à donner des ordres, à prétendre que tout était sous contrôle. La fracture la plus douloureuse fut la trahison d'un proche. Mon propre cousin, celui que j'avais toujours considéré comme un frère, fut surpris qu'en train de transmettre des informations aux États. Quand on me l'annonça, j'eus l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds.
Mais je savais qu'il n'y avait pas d'alternative. Si je lui pardonnais, je perdais toute crédibilité. Alors j'ai donné l'ordre. Sa mort porta ma signature. Cette nuit-là, j'ai compris que j'étais allé trop loin. Peu après, les autorités intensifièrent leur chaîne. Le Raktos, mon nom jusqu'alors absent des rapports, commença à apparaître dans les dossiers de renseignement. Je n'étais plus invisible. Les murs se refermaient de l'intérieur comme de l'extérieur. Je savais que ma fin approchait soit par une balle ennemie, soit par un mandat d'arrêt, soit par un poison glissé dans mon verre. C'est alors que je pris la décision la plus difficile de ma vie, me retirer. Pas fuir en courant, mais négocier ma sortie. J'avais accumulé assez de richesses, assez de secrets, pour qu'on n'ose pas m'éliminer immédiatement. Pendant 6 mois, j'ai préparé la transition transférée. Mes contacts remis les clés des laboratoires et des routes à d'autres. Chaque geste était calculé, chaque parole pesée. Le jour où j'ai annoncé mon retrait dans un ranch isolé, il y eut un silence lourd. Certains commandants protestèrent, d'autres me regardèrent avec soulagement. Mais personne n'osa s'opposer frontalement. Ils savaient que je connaissais trop de vérité. Je sortis de cette réunion vivante, mais brisée. J'avais survécu au sommet, mais je savais que la chute m'avait déjà marqué à jamais. Quand je me retrouvais seule, loin des cris et des armes, le vide me frappa. Je n'étais plus la Jeffa. Je n'étais plus l'ombre de Mencho. J'étais seulement une femme avec des cicatrices invisibles et des cauchemars collés à la peau. Et ce fut la chute la plus dure de toutes, redevenir humaine. Aujourd'hui, je parle parce que le silence m'étouffe. J'ai vécu des années avec mes secrets en travers de la gorge, comme une pierre impossible à avaler. Maintenant que je ne suis plus dans l'ombre des cartels, je peux enfin prononcer les mots que j'ai longtemps refusés. J'ai été une chef de guerre. J'ai pris des décisions qui ont coûté la vie à des centaines de personnes. Et j'ai cru que c'était la seule manière de survivre. Mais survivre n'est pas vivre. Survivre, c'est se lever chaque jour avec la peur au ventre, la paranoïa collée à la peau, l'angoisse de voir son propre sang couler au coin d'une rue. J'ai survécu, oui. Mais j'ai perdu ce qui faisait de moi une personne entière, la confiance, l'innocence, la capacité d'aimer sans douter. Je me souviens du pouvoir comme d'une drogue. Il suffisait d'un appel de ma voix pour mobiliser des centaines d'hommes, pour déplacer des millions de dollars, pour déclencher une guerre. À ce moment-là, je me sentais invincible. Pourtant, c'était une illusion. Le pouvoir n'était jamais vraiment à moi. Il appartenait à la peur que j'inspirais, aux armes que je contrôlais, aux ennemis que je terrorisais. Dès que j'ai quitté ce monde, tout s'est évanoui comme de la fumée. Ce que j'ai appris, c'est que le narco n'offre jamais de victoire durable. Les rois tombent, les empires se fragmentent, et ceux qui croient tenir le destin entre leurs mains découvrent un jour qu'ils n'étaient que des pions dans un jeu plus vaste. J'ai vu des hommes se proclamer immortels et finir en cadavres anonymes dans des fosses clandestines. J'ai vu des fortunes colossales disparaître en une nuit de rafles et de confiscations. Rien n'est solide. Tout est bâti sur la peur et la violence, et la peur est un ciment trop fragile. Je porte mes remords comme des cicatrices invisibles. Chaque famille détruite, chaque vie brisée me hante. On me demande parfois si je referais les mêmes choix. Ma réponse est une contradiction. Je regrette le sang versé, mais je sais que si je n'avais pas pris ce pouvoir, je serais morte depuis longtemps. Dans ce monde, on ne choisit pas toujours entre le bien et le mal. On choisit entre mourir et devenir monstre. Et moi, j'ai choisi de devenir monstre pour survivre. Aujourd'hui, j'existe sous une identité nouvelle. Je marche dans des rues où personne ne connaît mon nom, où personne ne chuchote. La Negra, derrière mon dos.
Et pourtant, je ne suis jamais vraiment libre. Les fantômes me suivent dans les viges, me fixant la nuit. Je sais que je ne trouverai jamais la paix complète. Mais au moins, j'ai encore la voix pour raconter. Alors voici ma confession, j'ai dirigé le CGNG quand son roi était absent. J'ai tenu entre mes mains un empire criminel et j'en suis sortie vivante. Mais vivante ne signifie pas indemne. Je suis une survivante brisée, une reine déchue qui a appris la vérité la plus cruelle dans ce monde. Les vrais patrons ne sont jamais ceux que l'on croit. Parce que les vrais patrons ne cherchent pas la gloire, ni la peur. Les vrais patrons se cachent derrière les rideaux invisibles éternels. Moi, je ne suis plus qu'un fantôme. Et c'est peut-être mieux ainsi. Les vrais patrons sont toujours invisibles.